Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre en cette semaine du 28 octobre 2025. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets très intéressants sur la table. D'abord, je veux absolument qu'on fasse un tour par le Moyen-Orient pour parler de la question du cessez-le-feu et des conditions actuelles en ce qui a trait de la relation entre les États-Unis et Israël, une relation qui est vraiment poussée à sa limite de plus en plus au cours des derniers jours. Ensuite, les négociations entre Trump et Poutine, on a des nouvelles là-dessus, tout semble sur la glace pour le moment. Les négociations sur l'Ukraine, bien sûr. On s'était parlé la semaine dernière d'un possible sommet à Budapest. Je vous avais évoqué les nombreuses accros et les possibilités qui suggéraient que le sommet n'aurait potentiellement pas lieu. Je vous parlais notamment de la question logistique. Au fait, est-ce qu'on peut seulement se rendre en Hongrie actuellement, compte tenu de l'état des sanctions en Europe? S'avère-t-il qu'il n'y aura pas de sommet à Budapest? On reviendra tout à l'heure sur les raisons qui ont été identifiées par l'administration Trump. Ensuite, négociations avec la Chine. On a un revirement favorable, potentiellement une signature d'entente qui aurait lieu dès ce jeudi, alors qu'on nous dit du côté tant des États-Unis que de la Chine qu'on est confiant qu'on aurait un framework, donc un arrangement préliminaire qui pourrait être entériné, signé par Donald Trump et Xi Jinping lors de leur rencontre cette semaine. Australie, on a un retour sur la rencontre entre Donald Trump et Tony Albanese. On évoquait la semaine dernière les nombreux enjeux qu'il y avait sur la table dans la relation bilatérale entre l'Australie et les États-Unis. Cette semaine, on a des développements là-dessus. Il vaut la peine qu'on y revienne. Un conflit entre le Canada et les États-Unis. Ça a retenu beaucoup l'attention, particulièrement au Québec, spécifiquement également plus largement au Canada dans les derniers jours. Mais je pense qu'il vaut la peine qu'on examine tout ça ensemble pour le reste du monde aussi, parce qu'il y a des leçons à tirer manifestement pour les négociations avec les États-Unis, alors que la relation entre le Canada et les États-Unis est encore une fois en train de connaître une période creuse. Étrange histoire, un don de quelques 130 millions de dollars a été offert au gouvernement américain, plus précisément au Pentagone, par un allié de Donald Trump qui voulait s'assurer que les troupes américaines soient payées durant le fameux shutdown, donc la fermeture du gouvernement américain. Au Venezuela, on a des nouvelles très intéressantes en provenance du Congrès américain et finalement un développement depuis l'Argentine, alors qu'on évoquait depuis quelques semaines des difficultés économiques et bien sûr l'imminence de l'élection pour M. Milei. Alors, on commence avec cet article très intéressant, d'abord, qui nous provient de PBS et qui évoque ce conflit naissant, si on veut, entre les États-Unis et Israël, un conflit qui a vraiment éclaté au grand jour au cours de la dernière semaine, alors que, d'abord, on se souvient du contexte, les États-Unis ont un peu imposé l'entente de paix à Israël, le fameux cessez-le-feu. On a insisté très fort au cours des derniers jours en demandant à Israël: vous devez respecter le cessez-le-feu. Je ne devrais pas employer le terme « demander », plutôt on a exigé d'Israël qu'on respecte le cessez-le-feu. Ensuite, on a dit que pour s'assurer que ce cessez-le-feu soit respecté, il y aura une force de sécurité internationale qui sera déployée à l'intérieur de Gaza. Et donc, il y en a certains à l'intérieur d'Israël qui commencent à avoir l'impression que ce sont les États-Unis qui callent la shot, qui déterminent la trajectoire en matière sécuritaire à l'intérieur d'un espace stratégique qui devrait normalement revenir de la sphère israélienne. On parle de Gaza, on parle également de la Cisjordanie, on parle du Liban, on parle des frappes sur le Qatar. De plus en plus, il semble que les États-Unis ont essayé de contraindre l'action israélienne. C'est quelque chose de nouveau, vraiment, mais à laquelle on assistait, disons, dans la foulée des frappes d'Israël sur le Hamas au Qatar. Ça a vraiment été l'élément le plus flagrant, où on a vu qu'il y avait une dissension entre les deux. Souvent, les États-Unis et Israël ne veulent pas montrer publiquement qu'ils ne sont pas d'accord ou qu'il y a une forme de malentendu sur l'orientation stratégique. Pour ce qui est du Qatar et des frappes israéliennes sur le Hamas, on avait été excessivement clair. Trump n'avait pas approuvé les frappes, était même en colère, a eu l'impression qu'on a joué dans son dos et ensuite, ça a mené directement à sa motivation à contraindre Israël à s'asseoir et à accepter un cessez-le-feu qui lui serait forcé dans la gorge. Un cessez-le-feu qui, encore une fois, vous me direz, oui, mais Trump prend pour Israël. Absolument, le cessez-le-feu est totalement en faveur d'Israël, il n'y a aucun doute. Mais l'intérêt de Trump n'était pas le même que l'intérêt d'Israël dans ce conflit. L'intérêt d'Israël, c'est de maximiser la fenêtre stratégique, d'aller aussi loin que possible à l'intérieur de l'administration Trump. Trump, son intérêt, c'est d'abord un intérêt politique, un intérêt électoral, un intérêt présidentiel, d'être vu comme ce président de la paix, d'avancer des intérêts américains. Alors, on voulait une entente de paix. On voulait un cessez-le-feu
qu'on pourrait célébrer comme une victoire de relations étrangères. Alors, on a été, malgré notre favoritisme envers Israël, on a été prêt à l'imposer à Israël, à lui dire « c'en est assez de cette guerre à Gaza. À partir de maintenant, nos propres intérêts politiques ont aussi un peu de valeur et on te demande d'arrêter pour protéger ce cessez-le-feu. » Israël a donc l'impression qu'on l'a attaché dans une camisole de force. Et malgré le cessez-le-feu hautement favorable à Israël, les paramètres spécifiques dont on a ventilé ensemble l'essentiel au cours des dernières revues de presse, je pense qu'on a très bien compris ensemble qu'on a affaire à un cessez-le-feu qui est configuré d'abord et avant tout pour avancer les intérêts israéliens et très loin d'être une forme d'entente pérenne et équitable entre les Palestiniens et les Israéliens. Malgré cette victoire incroyable, plusieurs à Israël sont aujourd'hui choqués par l'entente de paix. Quand je dis plusieurs, il est important de comprendre, on ne parle pas de la population israélienne. L'essentiel de la population israélienne célèbre cet accord de paix, est très heureux du retour des otages et on appuie le premier ministre Netanyahou là-dedans. Cela étant dit, l'élément constant et récurrent dont on parle souvent aussi dans notre émission, c'est bien sûr la nature extrêmement radicale de la coalition de Netanyahou. Et c'est justement cette coalition, plutôt les éléments plus radicaux sur la droite, qui ont été choqués, inquiétés par la signature du cessez-le-feu parce qu'on croit que peut-être ça limite la capacité d'Israël de frapper le Hamas à nouveau. On a l'impression de se dire, mais attendez, si vous nous dites qu'on a des forces de sécurité internationales, on ne peut pas frapper ces forces de sécurité. Alors donc, indirectement, vous êtes en train de nous dire qu'on a les mains attachées, qu'Israël ne peut pas retourner en guerre à Gaza. Alors donc, là-dessus, le premier ministre israélien est un peu entre l'arbre et l'écorce. Et vous allez voir la séquence incroyable à laquelle on assiste actuellement. D'abord, Netanyahou, qui sort publiquement, flanqué de J.D. Vance, lors d'une visite par le vice-président américain pour s'assurer que le cessez-le-feu soit respecté. Netanyahou déclare à côté de J.D. Vance qu'Israël n'est pas un protectorat des États-Unis et qu'il prend lui-même ses propres décisions lorsqu'il est question de la sécurité. Le premier ministre israélien a durci sa position mercredi en déclarant que son pays est responsable de sa propre sécurité et n'est pas un protectorat américain, alors qu'il s'apprêtait à discuter des progrès de l'accord de cessez-le-feu. Les remarques du premier ministre avant sa rencontre avec Vance semblaient viser à apaiser les inquiétudes du public israélien, selon lesquelles la présence d'une force de sécurité internationale envisagée à Gaza pourrait limiter la capacité d'Israël à frapper dans le territoire pour contrecarrer les menaces futures. Nous ne sommes pas un protectorat des États-Unis, c'est Israël qui décidera de sa sécurité. Voulant dire, peu importe ce qu'on me dit aujourd'hui dans ces rencontres, peu importe ce qu'on m'impose comme cadre autour de cessez-le-feu, Israël va faire ce que je détermine est nécessaire et important. Alors là-dessus, Netanyahou dit peu importe la position de Washington, nous demeurons les maîtres de notre propre sécurité et de notre propre stratégie vis-à-vis la région. S'adressant aux journalistes avant le début de la réunion, Vance a reconnu que la route vers la paix est semée d'énormes obstacles, mais en même temps essayé de maintenir le ton optimiste qu'il avait exprimé à son arrivée en Israël. Entre-temps, le gouvernement israélien a annoncé que le secrétaire d'État Marco Rubio se rendrait à Israël. Nous avons une tâche extrêmement difficile devant nous, désarmer le Hamas tout en reconstruisant Gaza pour améliorer la vie de ses habitants et aussi en faire en sorte que le Hamas ne représente plus de menace pour nos amis israéliens. Et alors que J.D. Vance et Netanyahou se sont rendus en coulisses pour tenir leur rencontre derrière les portes closes, le Parlement israélien a été d'une véritable provocation. Vice-président Vance et nombreux envoyés officiels des États-Unis se rendent à Israël pour dire « Faites attention, ne faites surtout rien pour provoquer un effondrement du cessez-le-feu parce qu'on va mal le prendre. Vous n'en avez surtout pas le droit, faites attention, c'est important actuellement. » La réaction du Parlement israélien, pendant que J.D. Vance se trouve à Israël, décide de voter un projet de loi pour annexer la Cisjordanie actuellement occupée. Les fameux territoires, bien sûr, dans le West Bank en anglais, mais dans la Cisjordanie, cette région à l'est, si on veut, d'Israël, qui revient normalement à la Palestine, mais dont on fait une occupation illégale vis-à-vis, à travers des colonies
par des citoyens israéliens qui se rendent tout simplement sur place et qui construisent, qui développent. Et ces fameuses colonies sont considérées, si on veut, comme une espèce de zone grise administrative. En théorie, ils sont en Palestine, ils sont sur un territoire qui revient aux Palestiniens selon le droit international, mais en réalité, c'est une enclave israélienne où l'autorité de la police israélienne est assurée, où l'armée israélienne assure la sécurité et où vous avez souvent des affrontements. Alors, pendant de nombreuses années, la proposition internationale, en fait, l'exigence internationale était qu'Israël démantèle ses colonies dans la Cisjordanie occupée pour qu'on arrive à une solution à deux États. Depuis quelques semaines, on en parlait à la revue de presse, alors qu'on parlait de reconnaissance d'un État palestinien, les Israéliens ont accéléré la colonisation de la Cisjordanie. On a lancé des nouveaux plans, on a lancé un notamment avec l'intention de fracturer entièrement le territoire. Et maintenant, le Parlement israélien pousse l'audace encore plus loin, pendant que le vice-président américain est sur le territoire, en disant « Nous autorisons l'annexion de la Cisjordanie comme un territoire, donc, à part entière de l'État d'Israël. » C'est une provocation, ça ne peut pas être dit autrement. C'est une provocation noir sur blanc et c'est délibéré. L'intention ici était vraiment de lancer un signal à Washington, comme quoi, en fait, justement, ce que vient de dire Netanyahou, nous ne sommes pas un protectorat des États-Unis. Nous allons déterminer nous-mêmes ce qui est bon pour notre sécurité. Et si vous nous dites de ne pas faire quelque chose, ça fait seulement encore plus nous motiver à le faire pour vous prouver que nous sommes les seuls maîtres à bord. C'est le message qui vient d'être lancé par le Parlement israélien. Important de nuancer quelques faits là-dessus. D'abord, on nous dit ici pour rassurer le public israélien, je l'ai dit d'emblée, c'est totalement faux. Ce n'est pas question de rassurer le public israélien, c'est plutôt de rassurer d'abord et avant tout la coalition de Netanyahou, une coalition qui, à l'exception de son propre parti, est très à droite sur cette question où on est presque choqué de la signature du cessez-le-feu. En fait, là-dessus, quand je vous dis il y a quelques nuances à ajouter, l'entièreté du parti, le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, a boycotté le vote. On était viscéralement opposé à ce que le vote se tienne, encore plus à ce que le vote, à ce qu'on autorise une annexion de la Cisjordanie pendant que le vice-président était sur le territoire. On savait très bien que ce serait un incident diplomatique très grave et un acte de provocation qui ne passerait pas inaperçu. Le Parlement israélien, en fait, ou plutôt les factions plus radicales de la coalition Netanyahou, se sont unis ensemble et ont été en mesure de faire avancer un projet de loi qui effectivement autoriserait l'annexion de la Cisjordanie. À ça, encore une fois, une autre nuance à ajouter, ce n'est pas la dernière autorisation. Il faudrait au moins 2 autres votes, sinon 3 à la Knesset pour être en mesure d'aller de l'avant avec ça, et il est très possible que ces votes soient battus. La séquence ici, c'est vraiment Netanyahou et son parti qui se sont fait, si on veut, qui se sont fait déjouer législativement par les membres de leur coalition et certains membres de l'opposition qui ont été en mesure de faire la proposition, la faire voter dans un véritable embarras. Ça a vraiment gêné. C'était un embarras diplomatique très grave pour le premier ministre Netanyahou. En fait, il faut le dire là-dessus, le président Vance, le vice-président Vance, mille excuses, est ressorti de ses rencontres avec Netanyahou en disant que le vote de la Knesset qui venait de se produire était rien de moins qu'une insulte, qu'il le considérait comme une insulte que ce soit voté pendant que lui était comme ça sur le territoire. Le vice-président américain estime que les votes étaient un coup politique stupide, a stupid political stunt, alors que le premier ministre israélien ordonne l'arrêt de tout nouveau travail sur les projets de loi. Donc là-dessus, Netanyahou est effectivement très gêné. Il est important de le comprendre, ça n'a pas été coordonné avec son parti qui a entièrement boycotté. Cela étant dit, ça relève merveilleusement bien ce que j'essaie d'exposer depuis très longtemps ici à la revue de presse et qui est parfois un peu moins direct, un peu moins flagrant, à quel point Netanyahou est un des éléments les plus modérés dans sa coalition. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un bon gars, je suis tout simplement en train de relever le niveau de radicalisme absolument lunaire qui existe en politique israélienne. Assez que Netanyahou est celui actuellement qui tire la laisse et qui dit « Faites attention, vous êtes en train de nous mettre la merde avec les Américains. » Et effectivement, les membres les plus radicaux prennent plaisir à embarrasser Netanyahou à travers ce genre de déclarations à l'emporte-pièce et de tentatives de brasser les cartes avec Gaza, avec Washington, avec l'Iran, avec quiconque. On a toujours ce genre de trucs qui ressortent du Parlement israélien. C'est loin d'être rare, c'est très fréquent et il est important de faire donc le discernement
entre Netanyahou, son gouvernement, le Parlement israélien, la population israélienne. Il y a vraiment plusieurs niveaux de conviction et de jeu politique là-dessus. Ensuite, je continue avec un autre article de l'autre côté, alors qu'on nous parle d'une menace pour l'accord de paix. Cette fois, c'est la critique plus officielle, si on veut, de l'administration Trump suite au vote de la Knesset israélienne sur la Cisjordanie. Cette fois, de hauts responsables de la Maison-Blanche expriment leur grief à l'encontre d'Israël, alors qu'il cherche à consolider un cessez-le-feu. Le vice-président a déclaré qu'il était insulté par un vote à la Knesset, ajoutant son nom à la liste de hauts responsables américains exprimant leur grief. La politique de l'administration Trump est que la Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël. Ça restera notre politique, a déclaré Vance. Et si les gens veulent voter symboliquement, ils peuvent le faire, mais ça nous a certainement pas plu, a dit J.D. Vance. Pendant ce temps, le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré à Politico dans un communiqué que le vote était une provocation délibérée de l'opposition pour semer la discorde. Les responsables de la Maison-Blanche ont salué leurs efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, l'un des succès marquants de la politique étrangère du second mandat de Trump. Trump a été largement salué lors d'une visite ultérieure au Moyen-Orient, mais déjà, les deux camps testent les nouvelles frontières. Israël a frappé à plusieurs reprises des cibles à l'intérieur de Gaza dimanche, après avoir signalé que le Hamas avait tiré sur des soldats israéliens. Le secrétaire d'État Marco Rubio a également critiqué le vote à la Knesset, déclarant aux journalistes « Nous pensons que ça pourrait même menacer l'accord de paix. C'est une démocratie. Ils auront leur vote. Les gens vont prendre ces positions. Mais à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui, selon nous, pourrait être contre-productif. » Trump, de son côté, c'est la déclaration la plus directe là-dessus. Et on commence à comprendre que Trump commence à perdre patience avec Israël. Trump a déclaré au magazine Time, dans une entrevue quelques jours avant, et ça c'est important, c'est une entrevue qui a été réalisée quelques jours avant le vote de la Knesset, mais dont le contenu a été publié seulement après. On présume qu'il y a donc eu une période de traitement pour rédiger l'article et l'extrait, la transcription de cette entrevue est maintenant disponible. En fait, je vous la mets à l'écran à l'instant. Ce qu'on nous dit ici, on pose la question à Trump, « Vous avez dit à Netanyahou que vous ne le laisserez pas annexer la Cisjordanie. Des forces au sein de sa coalition continuent de le faire. Je me demande simplement quelles seraient les conséquences s'ils allaient de l'avant. » C'est la question qui a été posée à Trump. Trump répond, « Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Car j'ai donné ma parole aux pays arabes. Et vous ne pouvez pas faire ça maintenant. Nous avons bénéficié d'un soutien arabe considérable. Ça n'arrivera pas. Car j'ai donné ma parole aux pays arabes. Ça n'arrivera pas. Israël perdrait tout le soutien des États-Unis si ça se produisait. 1, 2, 3, 4, 5 fois dit dans sa déclaration, ça n'arrivera pas. À 5 occasions. Et la dernière, ça n'arrivera pas. Israël perdrait tout le soutien des États-Unis si ça se produirait. C'est une déclaration qui est extrêmement lourde. Quand on nous dit on perdrait tout le soutien des États-Unis, de quoi on parle? On parle de soutien militaire, du soutien logistique dans l'accord de paix, soutien diplomatique, du soutien politique des États-Unis à l'État d'Israël. Trump se magasine une balle s'il est en train de nous dire ce genre de choses. Je suis désolé de le dire, mais Trump est en train d'affronter des forces extrêmement puissantes s'il nous dit que c'en est fini de la relation entre Israël et les États-Unis sur la base d'une petite insulte comme ça à la Knesset. Je comprends absolument la posture. Je comprends ici que c'est très menaçant pour le processus de cessez-le-feu et que Trump serait personnellement attaqué, insulté, s'il avait l'impression que Netanyahou a joué dans son dos. Et là-dessus, on a un article très intéressant, en fait, qui nous provient du Times of Israel. Et c'est une déclaration un peu crue. Je suis désolé, je dois la lire d'abord en anglais, ensuite on va la traduire en français. Désolé pour les termes qui sont employés. Mais ici, le président américain Donald Trump baisera le premier ministre Netanyahou si le dirigeant israélien met en péril l'accord de cessez-le-feu à Gaza, a déclaré un responsable américain. Ici, en anglais, pour prendre le terme exact, The U.S. President Donald Trump will fuck Prime Minister Benjamin Netanyahu if the Israeli leader jeopardizes the Gaza ceasefire deal. Donald Trump will fuck Netanyahu
Netanyahu is walking a fine line with President Trump. If he keeps going, he'll fuck up the Gaza deal. And if he fucks up the Gaza deal, Donald Trump will fuck him. S'il continue, il va fourrer le deal de Gaza. Et s'il fourre le deal de Gaza, Trump va le fourrer. C'est la traduction directe. Ça nous vient du Times of Israel, une déclaration qu'on nous dit vient d'un haut officiel américain. Je vous mets ma main au feu qui est question de J.D. Vance, qui était en colère en sortant de cette rencontre et qui a probablement fait des déclarations de la sorte. Là-dessus, en passant, c'est au correspondant Barak Ravid, qui est très proche de l'administration américaine et très proche également des médias israéliens. Donc, c'est quelqu'un à qui on a fait une confidence en sachant très bien que ça allait se rendre et que ça allait être publié. Donc, on nous dit, attention, s'il nous baise, on va le baiser. Et là-dessus, les Israéliens disent, on rapporte tout ça en hébreu, bien sûr, dans les médias israéliens, on dit, en anglais, ça sonne encore plus cru. C'est vrai, effectivement. Comprenez un peu la réaction des États-Unis là-dessus, qui dit, là, ça commence à faire son temps. Israël qui gère la politique étrangère des États-Unis à l'intérieur de non seulement de la question de Gaza et de la Cisjordanie, mais plus largement sur le Liban, sur le Qatar et maintenant sur l'Iran et tout le reste, et sur les accords d'Abraham. Israël veut déterminer le pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et s'il décide, on le voit clairement, ce qu'il est en train de faire, c'est un peu le clin d'œil là, que nous vient des États-Unis. C'est une menace à l'accord de cessez-le-feu, ça ne nous a pas plu du tout, mais encore plus, s'il faut que délibérément, à travers des trucs comme ça, ou à travers juste le fait, on en parlait à la revue de presse la semaine dernière, l'intérêt israélien, c'est de faire effondrer ce cessez-le-feu, c'est d'empêcher le désarmement du Hamas et de retourner à Gaza. Mais si vous prenez des actions et qu'on vous prend la main dans le sac en train d'accélérer cette conclusion, vous allez perdre l'appui des États-Unis. Donald Trump va vous fourrer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Très bonne question. Il y a plusieurs manières de laquelle Trump peut décider de fourrer Israël et Netanyahou. Si j'étais Trump et que tu veux fourrer Netanyahou, excusez-moi pour les termes, je reprends ceux de Donald Trump, bien sûr. Tu reconnais la Palestine. Échec et mat. Game over. Ça ne peut pas être repris en arrière. Et c'est effectivement l'option nucléaire. Si Trump décide... Et pourquoi c'est l'option nucléaire? C'est que si Trump décide d'arrêter d'armer Israël, il peut pas. Ça va monter au rideau, question de sécurité, le lobby, etc. C'est trop... C'est ongoing, si on veut. Ça continue. Il faudrait qu'il fasse ça pendant des années, pendant des mois, et qu'il prenne la pression politique qui vient avec. S'il disait, par exemple, on arrête de vous défendre à l'ONU, ou on arrête de vous donner des armes ou du financement, le Congrès le forcerait. Alors que Trump, personnellement, anticonstitutionnellement, en théorie, ça devrait être reconnu par le Congrès, mais anticonstitutionnellement, pourrait prendre la décision, à titre personnel comme président, de reconnaître la Palestine, de dealer avec ce qu'il considère comme étant un État. Et là, vous faites quoi? C'est un fait accompli. On vient de jouer essentiellement la stratégie israélienne contre Israël. Israël qui présente tout le monde devant le fait accompli. Ben là, tu lui arrives avec ce genre de décision, annoncée comme ça, zéro télégraphiée, annoncée le jour même aux Nations Unies, et on ouvre des relations avec la Palestine ensuite. On rêve en couleur, on s'entend, c'est loin d'être quelque chose qui est sur la table. Mais quand on nous parle de « sinon, c'est nous qui va te fourrer », il n'y a pas 150 options. Il y en a une autre qui est tout à fait possible et qui est loin d'être exclue. C'est de se débarrasser de Netanyahou, tout simplement. Netanyahou est très arrogant pour un politicien dont l'existence politique est garantie par des circonstances totalement en dehors de son contrôle. Très arrogant pour un gars qui ne contrôle pas sa propre destinée politique. Si les États-Unis, d'un matin, décident d'endosser Naftali Bennett, l'opposant actuellement à Netanyahou, que Netanyahou fait tout pour empêcher de passer. On y reviendra dans un instant, mais Netanyahou, en ce moment, est en train de manipuler carrément le système judiciaire et la démocratie israélienne pour empêcher que son adversaire puisse faire un retour et l'affronter à la prochaine élection. Il suffirait que les États-Unis s'en mêlent, qu'ils expriment une préférence pour un changement de gouvernement à Israël. Et ils ont le droit de faire ça. Et ce serait suffisant pour faire extrêmement mal à Netanyahou parce que, on sait très bien, la relation d'Israël avec les États-Unis est une question existentielle, c'est une question de survivance, c'est une question qui relève des intérêts supérieurs de la nation. Et si le signal est lancé par Washington aux Israéliens, le public israélien en question, que Netanyahou mettra en danger la continuité de la relation et que l'appui de Washington envers Israël est loin d'être garanti si vous nous remettez Netanyahou encore devant nous,
ça pourrait effectivement nuire énormément à ses chances électorales, alors que le public israélien voudrait à tout prix protéger la relation avec Washington. Pourquoi je vous dis ça? On vient de voir la même chose au Canada. La même séquence s'est produite au Canada. Les Canadiens ont préféré protéger leur relation avec Donald Trump en prenant ce qu'ils estimaient un personnage peut-être moins problématique pour les négociations. On a pris ce qu'on avait le plus vanille, le plus yogourt nature. On voulait s'en aller d'un Justin Trudeau et ne surtout pas migrer vers un Pierre Poilievre qui s'affichait ouvertement de l'école Trump populiste, etc. Alors, les Canadiens ont choisi un Mark Carney avec l'espoir de sauvegarder, protéger autant que possible la relation avec les États-Unis, malgré les signaux qui ont été lancés par Mark Carney à certaines occasions durant cette rencontre, durant cette campagne. Donc, de manière générale là-dessus, les Américains lancent un signal très fort à Israël, comme quoi fuck around and find out. Exactement comme on a dit au Venezuela la semaine dernière. Faites attention aux décisions que vous prenez à l'intérieur parce que ça pourrait avoir une incidence très grave sur, d'abord, le cessez-le-feu, mais additionnellement, la prochaine étape. Le prochain arrêt du train de politique étrangère de l'administration Trump, ce sera encore une fois les accords d'Abraham. C'était évident, c'était écrit dans le ciel. Entre vous et moi, on le savait depuis des semaines, alors qu'on discutait d'un potentiel cessez-le-feu, qu'à la seconde où la guerre à Gaza, ou l'escalade violente à Gaza, le génocide à Gaza serait suspendu, les accords d'Abraham reviendraient d'actualité. Lorsqu'on a mis fin, on se remet dans le contexte encore, c'est excessivement important de comprendre, ça fait si longtemps qu'on l'a oublié. Mais lorsque le Hamas a lancé son attaque contre Israël le 7 octobre 2023, la raison principale qui a motivé cette attaque à ce moment précis, c'était l'imminence de la signature de l'Arabie saoudite dans les accords d'Abraham. L'Arabie saoudite, qui est un peu le leader, si on veut, sur la question palestinienne, un des plus grands appuis de la cause palestinienne, un des plus grands financiers, qui a vraiment une influence démesurée à l'échelle régionale, qui était sur le point de reconnaître Israël. Et donc, par le fait même, de jeter le Hamas en dessous de l'autobus. Et le Hamas, ayant eu vent de cette signature imminente, en passant tout ça, c'est confirmé, ça a été démontré noir sur blanc par des documents qu'on a récupérés, des documents et des mémos stratégiques, tactiques de l'état-major du Hamas. On sait qu'ils étaient extrêmement inquiets de ce rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite, qu'on était terrifiés par les accords d'Abraham et que c'est en fait le grand facteur qui a précipité l'attaque du Hamas. On voulait couper l'herbe en dessous du pied de ces accords et empêcher qu'ils se matérialisent, qu'on ait ce rapprochement avec Israël. La guerre est donc lancée. Le Hamas affronte Israël, Israël affronte le Hamas. On en a pour des mois. La situation tourne de plus en plus tragique et tout ce temps, les Saoudiens regardent dans l'autre direction. On se posait la question, on dirait éventuellement, les Saoudiens vont sortir et dire publiquement « c'en est terminé, c'est fini, on ne veut plus rien savoir des accords d'Abraham, vous voyez ce qu'Israël fait à Gaza, c'est inacceptable. » Et non, démonstration en fait de l'hypocrisie extrême, oui, de l'Arabie saoudite, mais de plusieurs autres pays du Golfe. Les Saoudiens ont juste regardé dans l'autre direction en espérant qu'on ne porte pas trop attention à leur inaction et qu'éventuellement, la situation revienne à la normale, qu'on oublie tout ça et qu'on revienne à l'état stratégique, à l'état géopolitique où on était il y a environ 2 ans. Alors que, avant que le Hamas lance son attaque, à ce moment, l'Arabie saoudite était à un cheveu de signer avec Israël pour la normalisation totale des relations. On avait parlé de peut-être un État palestinien à travers tout ça, que ce serait une précondition des Saoudiens. C'est loin d'être clair. C'est loin d'être garanti au moment où on se parle. En fait, il y a une chose qu'on savait, c'était que les Saoudiens avaient demandé 3 choses. Ils n'avaient pas demandé d'Israël. À quel point c'est hilarant. Dans les accords d'Abraham, où l'Arabie saoudite tente de normaliser ses relations avec Israël, les concessions que demande l'Arabie saoudite en échange de la normalisation ne viennent pas d'Israël, mais des États-Unis. On dit, vous voulez qu'on fasse la paix avec eux? Donnez-nous des F-35, donnez-nous un programme nucléaire civil et donnez-nous une garantie de défense. C'est ce qu'on veut. Et après ça, on va signer avec Israël. Alors, les Américains étaient prêts à offrir ces garanties. On n'avait même pas de discussion sur la question de l'État palestinien. Aujourd'hui, tout indique qu'à mesure où le cessez-le-feu
va peut-être se consolider à mesure où on arrive à une situation de paix un peu plus durable. Je ne parle pas de plusieurs années, mais de quelques semaines, quelques mois. Tout indique qu'Israël va tenter d'arriver à une expansion des accords d'Abraham, d'abord avec l'Arabie saoudite, mais aussi avec la Syrie. Et ça, on en a parlé beaucoup au cours des derniers mois, la revue de presse, de ce rapprochement diplomatique entre le régime al-Shara al-Jolani en Syrie et le gouvernement israélien de l'autre côté, alors que les deux, en fait, sont dans une situation hostile. Israël bombarde la Syrie et pourtant entretient des négociations en parallèle avec le gouvernement pour normaliser les relations. Donc là-dessus, Israël souffle le chaud et le froid, mais clairement, on s'en va dans la direction d'une signature, encore une fois, des accords d'Abraham. En fait, on nous dit, via Al Jazeera, que Trump s'attend à une extension prochaine des accords d'Abraham et il espère que l'Arabie saoudite les rejoindra. La colère régionale généralisée à l'égard de la guerre d'Israël contre Gaza et au-delà constituera probablement un obstacle majeur à toute nouvelle signature des accords. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il s'attendait à une extension prochaine des accords d'Abraham et espérait que l'Arabie saoudite rejoindrait le pacte qui a normalisé les relations entre Israël et certains États arabes. J'espère voir l'Arabie saoudite s'engager et j'espère voir d'autres pays s'engager. Moi, je vous le dis, c'est clairement la Syrie qu'on a en tête. Je pense que lorsque l'Arabie saoudite s'engagera, tout le monde s'engagera. Et là-dessus, ce n'est pas complètement fou parce qu'on sait pour fait que l'Arabie saoudite a une très bonne relation avec le régime actuel en Syrie. Encore une fois, on a déplacé Bachar al-Assad qui était un atout de l'Iran. La géopolitique est fantastique. Si tu es l'ennemi de mon ennemi, alors tu es mon ami. Al-Jolani est arrivé pour remplacer un régime qui était acquis aux Iraniens et donc naturellement, les Saoudiens ont un petit favoritisme et ne sont pas du tout embêtés par l'existence en Syrie, la présence en Syrie de Al-Jolani, Al-Shara, appelez-le comme vous voulez. Donc, dans ce scénario, les Américains visent clairement une deuxième étape pour ce processus de paix qui viendrait vraiment solidifier, consolider tout ça. Le cessez-le-feu, tout seul, il ne vaut virtuellement rien parce qu'il peut facilement être brisé. On voit rapidement comment les Américains sont fragiles, ils sont stressés, ils sont anxieux à l'idée que ce cessez-le-feu s'effondre parce qu'ils savent très bien que s'il s'effondre maintenant, dans 1 an, il n'en restera absolument rien de cet effort diplomatique majeur par l'administration Trump. Alors qu'à l'inverse, si on est en mesure de prendre la balle au bon et de relancer les accords d'Abraham et de donc faire une pierre deux coups, soudainement, ce cessez-le-feu aura été, si on veut, un breakthrough diplomatique absolument incroyable. Ça aurait été une percée politique exceptionnelle qui aurait effectivement permis non seulement d'arriver à une stabilisation de la situation entre Israël et Gaza, mais plus largement d'arriver à une véritable, j'allais dire une paix durable dans la région. On ne peut pas savoir, mais disons à un cadre pour une paix durable dans la région. Ça commence avec des relations entre tout le monde, ça commence avec une Arabie saoudite qui accepte d'avoir des relations avec Israël, ça commence par une détente entre tous les acteurs, notamment entre Israël et la Syrie. Alors, si effectivement on est en mesure de prendre ce cessez-le-feu et de le convertir en une expansion des accords d'Abraham, alors on devrait effectivement avoir une discussion sérieuse sur la portée de l'administration Trump en matière de négociation de paix. Et Trump n'arrête pas de dire si on est rendu à 8 guerres d'arrêter, 9 guerres si on arrête l'Ukraine. Il faut donner effectivement à l'administration Trump qu'il y a eu des efforts énormes qui ont été déployés à l'échelle diplomatique et ce, partout à travers le monde, pour des conflits avec lesquels parfois les États-Unis n'avaient pas nécessairement un chien dans le combat. On n'avait pas d'implication là-dedans. On a quand même sorti notre chemin pour aller faire une forme de médiation, un peu comme le ferait le Qatar, un peu comme le ferait la Suisse, ou etc. Donc là-dessus, il faut donner à César ce qui lui revient. Effectivement, si on est en mesure de transformer ce cessez-le-feu en une expansion des accords d'Abraham et de travailler donc sur un héritage du premier mandat de Trump qui aurait survécu déjà à un mandat d'un autre président au complet, à une guerre entière entre Israël et Gaza, une guerre entre Israël et l'Iran, et que tout ça a quand même passé à travers, il faudrait reconnaître que les accords d'Abraham étaient effectivement une structure durable pour la paix au Moyen-Orient. Je n'y croyais pas moi-même. C'était des accords qui étaient largement configurés pour Israël, mais on n'avait jamais vu le monde comme Trump l'avait vu. On voyait le monde comme je fais négocier Israël avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite demande X, Y, Z.
Israël demande A, B, C, les deux vont procéder à un échange. Ça a toujours été comme ça qu'on voyait la diplomatie, c'est normal. Et puisque Israël ne voulait pas faire de concessions, eh bien là, eux demandaient des choses et il n'y avait aucune réponse. On ne fera pas des concessions si Israël ne veut rien nous donner. Il a fallu que Trump entre dans l'équation et que Trump délègue les concessions israéliennes, aux États-Unis. En disant, non, OK, Israël veut faire aucune concession, nous, on va t'offrir des cadeaux et toi, tu vas normaliser avec Israël. C'était vraiment le morceau qui manquait. Et Trump a fait ça pour le Maroc. On a donné le Sahara occidental, on a déplacé l'ambassade américaine à l'intérieur du Sahara occidental pour lancer un signal. On l'a fait avec Israël, on l'a fait avec le Soudan, on l'a fait avec à peu près tout le monde qui était prêt à s'asseoir avec Trump et à arriver à une forme de quiproquo. Et donc là-dessus, c'est une nouvelle formule de diplomatie dans laquelle, normalement, Israël a été contraint de faire des concessions. Là-dessus, non, c'est les États-Unis qui ont juste dit « Toi, t'es quoi? T'es sur la liste des États terroristes. Si on t'enlève, accepterais-tu d'avoir des relations avec Israël? » C'était ça pour le Soudan du Sud, si je me souviens bien. Et on a dit « Oui, absolument, pas de problème. On va normaliser avec Israël, mais retire-nous de la liste des terroristes parce que là, ça nous empêche de faire du commerce, ça nous fait des sanctions, ça nous emmerde avec l'achat de minerais, etc. Il faut enlever ça. » Les États-Unis se sont tout simplement délégués le rôle de faire des concessions au nom d'Israël et de faire des cadeaux. On continue avec un point extrêmement intéressant ici. Alors que, je vous parlais tout à l'heure de Netanyahou et de ses fameux procès, de sa tentative d'arrêter son opposant politique, on a un article absolument lunaire qui nous provient du Times of Israel. Les ministres israéliens sont prêts à présenter des projets de loi qui pourraient stopper le procès de Netanyahou et bloquer la candidature de Naftali Bennett. On a affaire à deux projets de loi bien distincts. Ici, il est important de les différencier. Un premier projet de loi dit essentiellement que les législateurs pourraient retarder le procès d'un premier ministre ou d'un ministre à tout moment après une mise en accusation et avant une décision finale. Donc, après qu'on ait accusé un ministre ou un premier ministre, les législateurs, le Parlement, auraient l'autorisation de dire « Attendez un peu, vous l'avez accusé, good, mais on ne fera pas le procès tout de suite. On va le faire lorsque les conditions le permettront. » Et c'est là le gros point d'interrogation, à dire « Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Lorsque les conditions, on comprend tant que la guerre a lieu, tant qu'on est en situation de négociation, tant que les affaires de l'État exigent la présence entière et totale du premier ministre ou encore qu'il ne soit pas occupé avec un procès. On est vraiment en train, littéralement, de mettre une switch on-off sur le système judiciaire et on donne le pouvoir au Parlement de mettre la switch à off sur l'entièreté des députés, des ministres, premiers ministres du gouvernement israélien. On nous dit pour faciliter la gestion de l'État au quotidien, pour s'assurer que Netanyahou, que ses ministres puissent être présents. Là-dessus, il est important de le mentionner. Il est vrai que Netanyahou passe énormément de temps en cours. En fait, la semaine dernière, ou au cours des derniers jours, l'équipe de défense légale de Netanyahou a menacé de démissionner de sa cause parce qu'il y a trop d'audiences. On dit qu'il y a des audiences 4 fois par semaine pour les causes criminelles de Netanyahou. Et là, il y en a des audiences le dimanche. C'est la Cour qui veut des audiences le dimanche parce que justement, on a eu tellement de reports, on a eu tellement de retard là-dessus qu'on dit, écoutez, ce ne sera pas fini avant 2027. Là. Alors, il faut qu'on accélère. À partir de maintenant, il y a des audiences presque à tous les jours. On en a 4 à 5 par semaine, dont les dimanches. Et les avocats de Netanyahou disent, nous, on ne peut pas suivre la cadence. Si c'est ça, on vous demande la permission d'abandonner notre client. Ce qui, bien sûr, rallongerait encore plus le procès. Alors, premier point. Vous avez le gouvernement israélien, à tort ou à raison, décidez comme vous voulez, devant cet état de fait, qui dit « ça va trop loin, cette histoire de procès, on devrait avoir le droit de mettre ça sur pause, vous y ferez son procès après. » Deuxièmement, on parle de suspendre les poursuites judiciaires contre le premier ministre ou un ministre du gouvernement à la suite d'une inculpation et si elle le juge nécessaire. Le deuxième projet de loi, qui lui est très intéressant aussi, qui vient interdire essentiellement à Naftali Bennett, le principal opposant de Netanyahou et l'ancien premier ministre d'Israël en passant. On se souvient de ça.
Netanyahou a perdu le pouvoir pendant une courte période d'à peine un an et demi, si on se souvient. Je ne me souviens plus la période exacte. Et là-dessus, d'ailleurs, j'étais à peu près un des seuls à dire « Attention, je pense qu'il n'est pas fini, Netanyahou, il va revenir. » On le disait pour mort, un peu comme Trump après son premier mandat, parce qu'on avait ces poursuites criminelles contre lui. Il était essentiellement terminé. On avait la question de la réforme judiciaire qui avait été très, très controversée aussi. Alors, Netanyahou finit par sortir. Pour le remplacer, vous avez Yair Lapid et Naftali Bennett, qui ont formé ensemble une coalition où on était essentiellement des co-chefs. Ça n'a pas fonctionné, vous le comprendrez. D'un côté comme de l'autre, on avait des dissensions assez importantes sur les orientations pour Israël, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, Netanyahou a préparé son retour. À la première opportunité où le gouvernement s'est effondré, Netanyahou a repris le pouvoir avec son parti. Et là maintenant, Naftali Bennett, qui vient tout juste réussi à remplacer Netanyahou au dernier cycle électoral, ou deux cycles électoraux plus tôt, qui lève la main, qui dit « Cette fois, je vais rassembler l'entièreté de l'opposition et je vais affronter Netanyahou. On va créer une grande coalition et on va le sortir de là. » Le comité ministériel de législation doit également délibérer sur un deuxième projet de loi qui place la barre plus haut pour le plus redoutable adversaire politique du gouvernement. La législation parrainée par le député du Likoud, Boharon, obligerait tout nouveau parti créé par un président dont le parti précédent a été dissous au cours des 7 dernières années à assumer la responsabilité des dettes de ce parti. Je répète ça tranquillement. Tout nouveau parti créé par un président dont le parti précédent a été dissous au cours des 7 dernières années doit assumer la responsabilité des dettes impayées de ce parti. Autrement dit, si je monte une élection, j'accumule pour des millions de dollars de dettes, je perds. Ma structure, je fais tout simplement la mettre, si on veut, sur pause. Je me lance un nouveau parti qui, lui, a 0 $ d'actifs, 0 $ de pertes, 0 $ de dettes, et je me mets à accumuler comme ça des sponsors, des nouveaux prêts, et je lance une nouvelle campagne. Le Parlement vient dire ici, attention, avant de faire ça, tu dois d'abord assumer l'entièreté des dettes de l'autre parti d'avant. On pense que cette attaque vise l'ancien premier ministre Naftali Bennett, dont le nouveau parti, actuellement connu sous le nom Bennett 2026, est considéré comme le principal prétendant Netanyahou lors des prochaines élections. Bennett, qui dirigeait le parti de droite Yamina, aujourd'hui disparu, n'est plus au pouvoir depuis l'effondrement en 2022 de sa coalition gouvernementale qui a évincé Netanyahou du poste de premier ministre après 12 années consécutives. Selon la chaîne publique Cannes, Yamina aurait 5 millions de dollars de dettes, tandis que son ancien parti, le Foyer juif, doit 913 000 $. Bennett a vivement critiqué le projet de loi dans un tweet écrivant que seul un régime défaillant, préoccupé par sa survie personnelle et politique, aurait peur de m'affronter. Il tente donc de faire passer une loi antidémocratique et personnelle destinée à m'empêcher à me présenter. La loi est inconstitutionnelle et sera immédiatement invalidée. La réponse du gouvernement israélien, là-dessus, on dit « D'abord, remboursez vos dettes envers le public. Ensuite, vous pourrez lancer une nouvelle campagne. Il n'y a absolument aucune raison, alors que vous devez 5 millions de dollars au public et à vos fournisseurs, que vous lanciez une autre campagne de plusieurs millions aux frais du public. » Donc, le discours là-dessus est tout à fait légitime d'une certaine manière par le gouvernement israélien. J'ai donc très hâte quand on nous dit « la loi est inconstitutionnelle et sera immédiatement invalidée ». C'est loin d'être garanti. C'est loin d'être garanti que les tribunaux ne vont pas se ranger avec le gouvernement israélien là-dessus, parce qu'effectivement, il y aura un argument qu'on pourrait présenter que lorsque vous avez un parti qui est en dette, on ne peut pas se représenter au prochain cycle électoral. D'ailleurs, là-dessus, si je ne m'abuse, corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est comme ça au Québec. Au Québec, si vous avez une dette d'une autre campagne politique, il me semble que vous n'avez pas le droit de vous présenter à la prochaine. Il me semble, j'ai peut-être tort. Corrigez-moi si j'ai tort. Alors, on continue en Europe avec cette supposée rencontre entre Trump et Poutine, une rencontre qui était supposée avoir lieu à Budapest au cours des prochaines semaines et qui n'aura pas lieu manifestement. En fait, ça a été annulé par Donald Trump. On ne nous dit pas exactement pourquoi. On fait allusion là-dessus que ce serait en raison d'une proposition par la Russie qui aurait été retirée. Une proposition alléchante de Poutine qui ne serait plus sur la table actuellement, qui aurait été rétractée par le président russe. En fait, c'est un appel téléphonique qui a eu lieu la semaine dernière entre Dmitri Peskov et
Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. On a discuté de ce potentiel sommet et on s'est rendu compte que la posture de la Russie n'avait pas changé du tout. Et soyons clairs, on commence à comprendre pourquoi la Russie ne veut absolument rien savoir de ce sommet. D'abord, il faut se souvenir, ce fameux sommet à Budapest, on évoquait déjà la semaine dernière que les chances que ça se produise étaient assez faibles parce que, on parlait d'un sommet à Budapest en Hongrie, dans un État enclavé par plusieurs autres pays européens qui sont partie prenante, des membres de la Cour pénale internationale, qui ne permettent pas, dans l'état actuel des sanctions, le survol de leur espace aérien par un avion russe, encore moins par le président Vladimir Poutine, un fugitif de la CPI. Et donc, la question était de savoir comment est-ce qu'on fait pour tenir ce sommet. Il faudrait que quelqu'un accepte de regarder dans l'autre direction. Sinon, 2 pays ou peut-être même 3. Ça n'aura pas lieu. On nous dit que ça n'a aucun lien avec la logistique. En fait, c'est en raison de cette fameuse proposition. Et quelle est la proposition? Bien, si on se fie, si on veut, à la séquence à laquelle on a assisté dans les dernières semaines, dans la négociation entre l'Ukraine et la Russie et les États-Unis, on voit qu'il y a un point qui revient fréquemment et c'est la question de la ligne de contrôle versus le contrôle du Donbass entier. On sait, Poutine veut prendre le contrôle de l'entièreté de la région du Donbass, c'est ce qu'il convoite depuis le début de la guerre. Cela étant dit, depuis quelques semaines, sinon quelques mois, la posture de la Russie, une posture qui était maximaliste tout au long de la guerre, posture diplomatique, s'est vraiment apaisée depuis quelques semaines, qui s'est modérée si on veut, où soudainement, on ne demande plus l'expulsion de Zelensky et son procès comme nazi. On ne demande plus le désarmement de l'Ukraine après la guerre et qu'on ait un plafond pour ce qui est du nombre d'armes, du nombre de chars, d'avions, etc. On permet aujourd'hui tout à fait d'avoir des discussions sur une force de sécurité qui viendrait assurer la défense de l'Ukraine après le conflit. On parle même ouvertement de rejoindre l'Union européenne. Alors, tout ça, aujourd'hui, la Russie a accepté de faire un certain nombre de concessions d'une manière. Tout ce qu'elle demande, on met ça en guillemets bien sûr, c'est l'entièreté du Donbass. La région dans l'est de l'Ukraine qu'on convoite depuis le début de la guerre, une région largement russophone et qu'on dit revient à la Russie. C'est l'argument de la Russie là-dessus. Alors donc, en nous disant qu'on veut seulement le Donbass, oui, on met un X sur tout le reste. Mais ça reste quand même une énorme concession qui demande des concessions territoriales à l'Ukraine. Il faudrait que l'Ukraine se retire de la ligne et permette à la Russie donc de tout simplement contrôler du territoire qu'elle n'a jamais conquis, juste parce que l'Ukraine s'en retirerait dans le cadre d'un accord de paix. Bien sûr, très difficile de convaincre l'Ukraine de faire une telle chose. Et donc, Poutine fait souvent flotter la possibilité en disant « c'est la précondition à toute forme de négociation, vous nous donnez le Donbass ». Si vous n'êtes pas prêt à nous donner le Donbass, ça ne sert à rien. Et la raison elle est parfaitement compréhensible, bien sûr, parce que, mettez-vous à la place de Poutine, ce qu'on lui propose comme alternative, c'est de dire, bon, ben si on ne lui donne pas le Donbass au complet parce que les Ukrainiens ne veulent pas, voici ce qu'on devrait faire. On devrait geler le conflit sur la ligne actuelle. Et ensuite, Trump nous disait sur Truth Social, let history figure it out. L'histoire déterminera qui a gagné. Mais gelez ça actuellement, stop the killing, arrêtez de vous tuer et on verra plus tard. Mais ça, dans la tête à Poutine, tout ce que ça veut dire, c'est continuer de faire la guerre. Parce que la ligne de contrôle actuelle entre l'Ukraine et la Russie sera à terme une frontière internationale. Et donc, si tu es capable d'aller te chercher un 150 mètres de plus, c'est 150 mètres de plus qui appartiendra à la Russie pour les siècles à venir. Et si c'est 1 kilomètre et 2 kilomètres, et si tu penses que tu es à 1 mois, 2 mois, 6 mois de prendre la ville de Pokrovsk, ou encore d'avancer, et d'aller passer Donetsk, et d'aller jusqu'à Kramatorsk, et d'aller prendre peut-être même Odessa, si c'est le plan Poutine et qu'on voit, on est peut-être à 6 mois, 1 an, alors la question ne se pose même pas. On continue la guerre, on avance la ligne de conflit, et rendu là, on verra où est-ce qu'on en sera dans 1 an, lorsque finalement, l'Ukraine acceptera de donner l'entièreté du Donbass devant l'inévitabilité de la chose, alors la Russie s'arrêtera. Mais dans un contexte où la Russie est sur l'offensive, où on a le momentum, où chaque jour, on gagne des bouts de Russie additionnels, des nouveaux bouts de Russie qui s'ajoutent au territoire. Là, vous nous dites, il y a 2 scénarios. Soit tu l'as au complet, soit on gèle sur la ligne. Tant qu'il n'y a pas une pression américaine énorme sur la Russie qui fait changer son calcul et qui se dit qu'on n'est même pas capable de toffer le 6 mois qu'on a besoin pour aller chercher Odessa, pour aller chercher Pokrovsk, peu importe. Si on n'est pas capable de mener 6 mois et que le coût pour le faire est inacceptable
parce que c'est un coût qui est imposé par les États-Unis, etc., alors là, peut-être que Poutine voudra venir négocier et voir ce qu'il est en mesure d'extraire de cette négociation. Actuellement, on n'a aucune motivation. Alors Trump, périodiquement, constate cette réalité. Périodiquement, l'oublie, essaie de négocier avec Poutine, se la fait rappeler. L'oublie à nouveau, va négocier avec Zelensky, se la fait rappeler. Et chaque fois, on a même cycle d'espèce de frustration. Puis de cette fois, c'est assez, on va agir contre la Russie. Il faut dire, cette semaine, il y a eu des sanctions effectivement qui ont été imposées contre la Russie par les États-Unis sur un certain nombre d'abord des navires de cette fameuse flotte de l'ombre qui permettent à la Russie d'acheminer son pétrole à l'étranger, mais aussi sur des entreprises qui font le commerce du pétrole. Et ça, on nous dit, ça a déjà eu un impact sur, guess who? Les Indiens. On se parlait beaucoup des Indiens qui ont une relation énergétique très forte avec la Russie, comme quoi c'est eux qui financent beaucoup la guerre en Ukraine ou indirectement à travers les achats de pétrole. Les Américains ont mis beaucoup de pression sur l'Inde, des tarifs pour essayer de briser cette relation. Ça n'a pas fonctionné. La seule chose qui a fonctionné, ça a été des sanctions qui ont augmenté considérablement, encore une fois, le prix du pétrole russe, assez que cette fois, c'est les acheteurs indiens qui ont dit « Bon, ben ça y est, ça vaut plus la peine. » On va passer ailleurs, on va faire le tour. Ce que ça va éviter, on s'entend, c'est probablement la Russie qui va tout simplement baisser son prix, réduire son profit un peu plus et continuer à vendre à l'Inde parce qu'on a besoin d'écouler ce pétrole. On en a parlé également à la revue de presse. On a des infrastructures qui ne peuvent pas être arrêtées, sinon ça gèle et ça fige et ça prend des années pour les relancer. Alors là-dessus, les Russes vont continuer à essayer de fournir du pétrole malgré la pression américaine, mais toujours, on le sent, là, ça met une pression énorme sur les finances du Kremlin. On a une baisse des revenus de pétrole une année sur l'autre de l'ordre de plus de 20%. Alors quand même une baisse considérable dans les revenus du Kremlin quand on considère que c'est près de la moitié des revenus du gouvernement russe qui proviennent de l'exportation de pétrole. C'est énorme. On continue cette fois avec notre rencontre sur l'Australie la semaine dernière. On a eu des développements très intéressants là-dessus. On va passer rapidement pour faire un topo des conclusions de cette rencontre. Les États-Unis et l'Australie signent un accord sur les terres rares et les minéraux critiques alors que la Chine réduit son offre. On se parlait bien sûr que c'était un des points qui était sur la table alors que Anthony Albanese allait rencontrer le président Donald Trump. On se parlait de Taïwan, l'implication potentielle de l'Australie, de l'AUKUS, cette entente avec bien sûr les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni et additionnellement la question des terres rares et des minerais. On voulait avoir autant que possible un commitment de la part de l'Australie de rejoindre une défense de Taïwan, un engagement ferme, et en échange, les États-Unis s'engageraient de leur côté à fournir des sous-marins nucléaires. On n'a eu ni l'un ni l'autre là-dessus. Côté AUKUS, aucune confirmation n'a été offerte à l'Australie. C'est une grosse déception. On s'attendait peut-être à avoir peut-être même une signature d'entente, des nouvelles positives par rapport à cette revue stratégique de l'entente de l'AUKUS qui a été ordonnée par Donald Trump au début de son mandat. Ce n'est pas venu et on n'a pas non plus de garantie additionnelle sur Taïwan. Donc là-dessus, pour ce qui est de l'Australie, on s'en tient vraiment à des relations économiques pour le moment à travers cette entente de terres rares. On nous dit quand même que ça pourrait aider la posture de l'Australie, mais on a un article très intéressant qui nous provient du Guardian par rapport à cette fameuse entente de l'AUKUS. Donald Trump affirme que l'Australie obtiendra ses sous-marins, que c'est réglé, c'est fait, mais la décision ne lui appartiendra pas. En fait, ce qu'on apprend ici, c'est que, bien sûr, le mandat de Donald Trump se termine en 2029, et au-delà de ce mandat, la décision devra être prise par le Congrès américain, à savoir si on vend ou non on nous dit un bateau ici, il est question d'un sous-marin de classe Virginia. La question, mais c'est tout simplement, c'est que le Congrès doit faire l'octroi de ces fameux sous-marins. Et la raison pour laquelle on a un gros doute, c'est qu'actuellement, les Américains ont un nombre de sous-marins obligés par la loi. Le Congrès demande à ce que les forces américaines aient, par exemple, je ne sais pas, 60 sous-marins. Et le problème, en fait, on en demande 66. Et actuellement, on en a seulement 49. Alors, on regarde sur les années à venir. D'abord, la capacité de production des États-Unis, on nous dit qu'elle est actuellement à 1,13 sous-marins par année. Alors, on n'est vraiment pas en mesure de remplir les besoins américains, encore moins d'en vendre à des étrangers. Et ce qu'on mentionne ici, c'est que la décision va être largement déterminée par l'approvisionnement des États-Unis. Si on en manque encore, rendu en 2031, eh bien, la promesse qu'on a faite à l'Australie, that's it, c'est terminé.
On n'a tout simplement pas, on ne va pas se priver de nos sous-marins pour en offrir à l'Australie. Et actuellement, la capacité de construction américaine ne permet pas de les livrer à l'Australie à temps. Alors, Trump fait des engagements, Trump fait des promesses. On nous dit, d'ailleurs, c'est une promesse de Biden, il est important de le comprendre, mais Trump nous dit, ça aura lieu. Ce n'est pas à lui de les déterminer. Fort possible qu'on ait soit un président démocrate ou un autre président républicain qui adopterait une autre posture vis-à-vis de la Chine, peut-être une posture de détente, peut-être qu'on aurait une autre posture vis-à-vis de la prolifération nucléaire, peut-être qu'on aurait tout simplement des relations différentes avec l'Australie. Peu importe, plein de choses peuvent se produire entre aujourd'hui et 2031. Alors, l'Australie, c'est triste à dire, mais on est maintenant dans un plan B. L'Australie devrait étudier la possibilité d'acheter des sous-marins ailleurs et d'obtenir une forme de garantie de sécurité collective à travers soit l'OTAN, à travers soit des pays européens, potentiellement l'aide d'États scandinaves pour la construction de ces sous-marins, mais manifestement, les Américains n'ont plus l'intention de tenir parole. L'entente est loin d'être garantie. Et on ne peut pas se fier à ça pour les besoins de sécurité de l'Australie. Alors, c'est bien triste. L'Australie était très heureuse de pouvoir se rapprocher des États-Unis à travers tout ça, d'obtenir des technologies vraiment avancées, sophistiquées. Mais malheureusement, on n'est tout simplement pas sur la même longueur d'onde. Alors, on continue avec un élément pour le moins surprenant cette semaine. Je ne sais pas si je devrais dire surprenant parce que ce n'est pas du tout surprenant pour en aller avec Donald Trump. Le président des États-Unis, Trump, annoncé qu'il rompait les négociations commerciales avec le Canada cette semaine en raison d'une campagne publicitaire commandée par le premier ministre ontarien Doug Ford. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous avez probablement manqué cet épisode absolument pathétique. C'est vraiment la bonne manière de le décrire. Je cherchais un qualificatif, c'est pathétique. Alors que on est en négociation avec les États-Unis sur la question des tarifs, bien sûr, importation, exportation. On a une entente de libre-échange avec les États-Unis qu'on essaie de défendre autant que possible. Et le premier ministre canadien, Mark Carney, était en négociation très avancée, on nous dit très compréhensive, exhaustive avec les États-Unis. On était à régler des détails, essentiellement. À régler l'échéancier, les chiffres, les quotas. On était vraiment dans les derniers détails de cette entente, ainsi que la semaine dernière, on avait des rumeurs comme quoi peut-être qu'on aurait une signature imminente, que Mark Carney se rendrait à Washington et qu'on signerait l'accord de libre-échange, un accord commercial, devrais-je dire, avec le président Trump, et que, en fait, assez que Mark Carney a dû sortir publiquement pour dire « Attention, attention, on reste prudent, il n'y a rien de fait. Je sais, ça va bien en ce moment, mais on reste prudent. » Et dans les derniers mètres de ce marathon, le Canada s'enfarge lui-même alors que Trump suspend les négociations en raison d'une campagne publicitaire qui a été payée par, vous avez le premier ministre du Canada qui gère toutes les provinces, le premier ministre fédéral. Chacune des provinces ont leur propre premier ministre. En Ontario, M. Doug Ford, le premier ministre ontarien, de son côté, on a une industrie qui est très forte, une industrie automobile très forte en Ontario, beaucoup d'exportations vers les États-Unis. Et donc, depuis le début, l'Ontario de Doug Ford tapait du pied très fort à demander au fédéral d'aller face à Washington et de faire valoir nos arguments. Et donc, pendant que Mark Carney fait la négociation en coulisses avec Washington, Doug Ford a alloué quelque chose comme 75 millions, ou un peu plus que ça, de plusieurs dizaines de millions de dollars d'argent public du gouvernement de l'Ontario pour payer des publicités ciblées, des publicités politiques qui attaquent la politique de tarifs de Donald Trump en mettant en scène Ronald Reagan. Ça en fait beaucoup à comprendre, mais c'est vraiment important pour ceux qui sont à l'extérieur. Vous avez donc l'Ontario qui s'est mis à payer une campagne de publicité un peu hostile à Trump et à sa campagne de tarifs, et on utilisait Ronald Reagan dans cette publicité. C'est un discours que Reagan avait prononcé durant les années 80, un discours qui était ouvertement en faveur du libre-échange, où on dénonçait les tarifs comme étant une nuisance pour les États-Unis, quelque chose qui peut sembler intelligent au début, mais qui va ultimement nuire et qui nuit aux emplois des Américains, qui nuit à la compétitivité, qui fait augmenter les prix et que donc les tarifs étaient de manière générale indésirables. C'est un discours qui durait plusieurs minutes. Il faut comprendre, c'était une adresse présidentielle qui avait été faite à la radio dans un contexte économique très précis dans lequel Ronald Reagan voulait défendre ses propres politiques de libre-échangisme. Le Canada, ou plutôt l'Ontario, a repris des segments de cette adresse, les a collés ensemble pour faire un message cohérent
et a diffusé ce message aux États-Unis durant des heures de grandes écoutes, en fait, durant la Série mondiale de baseball. On dit que c'est ce qui a beaucoup agacé Donald Trump, qu'on avait d'abord mentionné le fait que le simple fait que ces annonces existent, ça embêtait beaucoup Trump, assez qu'on a suspendu les négociations de libre-échange avec le Canada. Clairement, l'intention ici, c'était de faire retirer les annonces, et le Canada, ou plutôt l'Ontario, dans son génie éternel, a maintenu les annonces en ondes après la menace de Donald Trump et la suspension de l'accord des négociations de libre-échange. L'Ontario a laissé la diffusion de la publicité durant les séries mondiales de baseball, ce qui a enragé Donald Trump. On sait que c'est quelqu'un qui écoute énormément la télévision, probablement a été exposé à cette fameuse publicité ou quelqu'un lui en a parlé et il a été en colère. À dire, mais t'es sérieux? Je viens juste de suspendre les négociations avec le Canada en leur demandant d'arrêter de diffuser ce genre de message. Et tu me dis qu'il diffuse en ce moment? Alors Trump a répondu avec du tac au tac en imposant un nouveau tarif de 10 % sur toutes les importations en provenance du Canada qui n'étaient pas couvertes par l'accord de libre-échange. C'est une petite portion des importations en provenance du Canada, mais il demeure quand même qu'on a répondu avec un nouveau tarif commercial. Et là-dessus, on entend de tout et de rien. Les États-Unis nous disent on a traficoté l'adresse de Reagan, on a transformé l'esprit de l'adresse. C'est pas vrai, c'est le contraire. Il est tout à fait vrai qu'on a traficoté l'adresse, que ça a été que le discours de Reagan, a été modifié pour rentrer dans un format d'une minute, si on veut. Mais il n'est pas vrai que l'esprit du discours a été modifié. Ce que disait Reagan, c'était effectivement que les tarifs étaient nuisibles, que ce n'était pas bon pour les États-Unis, que le libre-échange était toujours mieux pour le dynamisme économique, non seulement américain, mais international, et que donc, les tarifs étaient indésirables. Le bottom line est exactement le même. Là-dessus, c'est faux de dire que le Canada a transformé l'intention du message de Reagan. Cela étant dit, il est vrai que le Canada a tronqué le discours et donc manipulé le message pour lui faire dire quelque chose qu'il n'était pas en train de dire. Oui, il parlait en faveur des tarifs, mais il n'a pas dit les mots qu'on lui prête comme on le dit qu'il l'a fait. En fait, soyons clairs, si je citais un auteur comme ça dans un travail universitaire, je coule mon travail, c'est certain. On n'a pas le droit de tronquer la déclaration de quelqu'un sans dire ouvertement que ça a été tronqué. Normalement, ce que vous allez voir dans les journaux sous forme écrite, on va écrire entre parenthèses 3 petits points pour qu'on comprenne qu'on a tronqué la déclaration, qu'il existait quelque chose entre les deux. Donc là-dessus, qui a tort, qui a raison? Les deux ont raison, les deux ont tort. Trump a raison de dire « vous avez manipulé un peu le discours, c'est pas correct de diffuser ça aux États-Unis, encore plus pendant un processus de négociation, alors qu'on est à la ligne d'arrivée, vous êtes en train d'attaquer notre position avec un icône de la nation américaine. » Moi, ce que je vois, c'est un peu comme si les États-Unis avaient fait la même chose avec René Lévesque et qu'on avait diffusé au Québec des annonces pour le protectionnisme, où René Lévesque vante le protectionnisme et attaque le libre-échange et dit que des tarifs, c'est bon et c'est important, et qu'on utiliserait ça pour convaincre les Québécois des vertus du protectionnisme et de la position américaine. On l'aurait probablement mal pris aussi. Je ne vous dis pas que les États-Unis ont raison, mais il faut comprendre là-dessus, tout le monde a tort. Il est vrai que le Canada a manipulé le propos de Reagan pour puncher, pour dire quelque chose qui ferait politiquement un effet. Maintenant, est-ce que c'est ce que Reagan est en train de dire? Oui, absolument. Donc, ce qu'on en sait, c'est que Trump est très soupe au lait. C'est une leçon pour tout le monde à l'échelle internationale. Tenez vos subordonnés en laisse. Assurez-vous que les négociations ne soient pas sabotées par une déclaration d'un politicien de second ordre ou de troisième ordre, un politicien municipal, régional qui pourrait faire une déclaration ou y aller d'un acte de provocation qui dérangerait les États-Unis. En soi, c'est suffisant pour causer l'effondrement des négociations. Et au moment où on se parle, d'ailleurs, Carney nous dit qu'il n'y a aucune autre rencontre de prévue avec Trump. Trump dit qu'il n'a pas l'intention de rencontrer Carney avant un bon bout et les négociations sont donc entièrement gelées. Alors, ça nous ramène un peu à l'époque Trudeau, où la relation personnelle avec Donald Trump en venait à nuire carrément à l'intérêt, à la qualité de vie des Canadiens. En voilà un nouvel exemple.
ou cette espèce de politique spectacle où on essaie de donner un show, on essaie de scorer des points. Il y a beaucoup de ça aussi. Il y a de l'électoralisme du côté de Doug Ford qui se joue la popularité de celui qui se tient devant Trump et qui mène le combat au nom des intérêts canadiens. Mais là, ça vient de nuire sévèrement au Canada, à tort ou à raison. À tort ou à raison. Mais quand on connaît la personnalité de Donald Trump, est-ce que ce n'était pas prévisible? Et parlant de Trump, on a une histoire absolument lunaire qui est parue au cours des derniers jours alors que un donateur mystérieux a fait don de 130 millions de dollars à l'armée américaine pour qu'elle paye ses troupes pendant le shutdown, pendant la paralysie du gouvernement américain. Vous avez suivi un peu la politique intérieure aux États-Unis. Depuis quelques jours, vous avez une paralysie du gouvernement en raison d'un conflit budgétaire entre les démocrates et les républicains. Et donc, un certain nombre d'employés du gouvernement américain ne sont plus payés, ou du moins, ils sont toujours payés, ils vont être payés en délibéré, mais actuellement ne reçoivent pas leur chèque de paye. Et un donateur anonyme, on nous dit anonyme, a donné 130 millions de dollars au Pentagone pour aider à payer les troupes pendant la fermeture du gouvernement. Les responsables de la défense américaine ont confirmé le don qui, selon le président Trump, compensera le manque à gagner dans le paiement des 1,32 millions de militaires du pays. Quelques points. On nous dit Trump a néanmoins fourni quelques indices. On ne veut pas identifier le donateur, déclarant samedi qu'il était un grand partisan de moi et un citoyen américain, un patriote américain, et on dit qu'il voulait venir en aide à ses troupes. 130 millions de dollars. Un certain nombre de points à relever. D'abord, il n'est plus anonyme. On a su qui c'était. On a pensé longtemps que c'était potentiellement Elon Musk ou peut-être la famille Adelson, Myriam Adelson, etc. Ce n'est pas le cas. C'est en fait un donateur du Parti républicain, M. Timothy Mellon, qui est un vieux donateur du Parti républicain d'environ 80 quelques années. De ce que je comprends, était vraiment juste un patriote qui voulait aider le pays et qui aurait été choqué par la paralysie. Maintenant, c'est curieux et c'est mystérieux comme histoire parce que, faites le calcul, on nous parle de 130 millions de dollars, 1,32 million de militaires au pays. Ça fait 100 dollars chacun. Alors, c'est flou. Est-ce qu'on parle des militaires en déploiement à l'étranger? Est-ce qu'on parle de ceux dans une certaine zone de guerre, ceux qui sont dans des zones de conflit actifs? Est-ce qu'on visait un groupe où tout le monde? Trump dit de son côté, ça visait tout le monde, c'est juste qu'il voulait payer pour le manque à gagner, si jamais il nous en manque. Ça ne fait aucun sens. Cet argent-là est budgété au Pentagone. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de scénario dans lequel le Pentagone manque d'argent pour payer les soldats. Alors, un don de quelques 130 millions de dollars qui est effectué non pas à la campagne Trump. Et en passant, si vous voulez donner à la campagne Trump, vous pouvez. Il existe 1 million de leviers actuellement. Il y a des midterms qui arrivent très rapidement pour 2026. Donc, si vous voulez aider Trump, vous pouvez le faire. Et ce 130 millions aurait été très utile. Plutôt, on le donne au Pentagone. Est-ce qu'il y a une contrepartie d'attendue? Sinon, pourquoi agir de la sorte? Vous comprenez comme c'est une histoire difficile à comprendre. Et M. Mellon, qui ne voulait absolument pas être nommé, mais dont l'information a coulé en public éventuellement, toute cette histoire sent très mauvais. Malgré la bénévolence de ce M. Mellon, ça sent très mauvais qu'on a un don d'une telle envergure que personne ne comprend. Là-dessus, en passant, en théorie, ce n'est pas censé se produire. Le Congrès devrait recevoir cet argent pour lui-même et ensuite faire l'allocation. Il y a seulement le Congrès qui peut allouer des fonds constitutionnellement. Alors, ces questions qui sont très curieuses, c'est-à-dire, mais qui a autorisé, qui a demandé, qui a suggéré ça? Ça ne fait aucun sens. Anyways, parlant des États-Unis et du Congrès américain, on a une nouvelle intéressante qui est parue cette semaine de la part de Lindsey Graham, qui est tout simplement incapable de se la fermer lorsqu'il est question d'informations privilégiées. On a l'avantage d'avoir des sénateurs comme Lindsey Graham qui dit qu'en coulisses, on leur a informé au Sénat américain, du moins le comité responsable de ce genre d'opération, que les législateurs seront bientôt brefés sur une éventuelle attaque terrestre au Venezuela. Si on reprend plus clairement, on a un sénateur, Lindsey Graham, qui siège sur un comité
spécifique pour ce qui est des actions militaires en Amérique latine qui dit « On nous a informé que dès le retour de Trump d'Asie, actuellement Trump est en Asie, qu'on aurait un briefing sur d'imminentes frappes militaires terrestres au Venezuela. » Donc, la décision serait prise. Trump s'apprêterait très bientôt à expliquer au Congrès quelle est l'action planifiée par les forces armées américaines. Et il semble que ce qu'on mentionnait la semaine dernière dans notre vidéo de Chaque jour sur Terre, l'imminence d'une opération militaire des États-Unis sur le territoire du Venezuela est en train de se matérialiser. Les États-Unis sont effectivement en train de planifier des frappes terrestres, non seulement sur les narcotrafiquants, nous dit-on, mais additionnellement sur le régime Maduro lui-même, sur des structures de pouvoir, sur des nœuds logistiques, des nœuds économiques, et on dit que l'intention ici serait de faire sortir Maduro du pouvoir, que c'est le temps pour lui de partir. En terminant, on se déplace du côté de l'Argentine, alors qu'on a un développement sur des nouvelles qu'on a suivies beaucoup au cours des dernières semaines, derniers mois. On se parlait beaucoup de cette descente de l'Argentine vers une espèce de chaos politique et économique, alors que, on se souvient, depuis un moment, vous aviez Javier Milei qui est arrivé au pouvoir avec l'intention de réformer l'État argentin. Au cours des dernières décennies, nombreuses interventions par le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pour venir en aide à l'Argentine, qui a été systématiquement incapable de régler ces problèmes de déficit, de dette et de paralysie financière. On a tendance à surdépenser, on a un État qui est très, très pesant, mais on n'a pas le moyen de le financer, de le fournir en ressources. Alors donc, Javier Milei est arrivé avec la promesse de faire le ménage et de tronçonner beaucoup de ministères afin d'arriver à une réduction des dépenses publiques. Ce programme a été très bien reçu par beaucoup de parties prenantes économiques en Argentine. Par là, j'entends les banques, j'entends les agences de notation internationales, j'entends les prêteurs, les créditeurs, mais aussi les États-Unis, bien sûr, tout le monde qui regardait la scène en se disant « Ben nous, on n'aide pas l'Argentine à moins qu'elle s'aide elle-même ». Javier Milei arrive, donne un coup de barre, et donc tout le monde se dit « Enfin, très bien ». Et là, son candidat perd à une élection. Le marché et toutes les parties prenantes ont paniqué en interprétant que peut-être c'est un signal de l'électorat argentin, comme quoi on ne voulait rien savoir des réformes de Javier Milei, que lors de la prochaine opportunité, on allait réduire son influence et éventuellement, à l'élection présidentielle, l'expulser du pouvoir. Et ça a terrifié tout le monde. Et donc, on a assisté, à la suite de cette petite défaite politique qui se voulait assez superficielle, à une vraie déconfiture des marchés boursiers, marché des obligations, la devise argentine également qui a connu une période très difficile. Et ça a invité les États-Unis à venir en aide, à la rescousse carrément de Javier Milei et de l'Argentine. Et là-dessus, on s'en est parlé dans la dernière revue de presse et dans les revues de presse précédentes, alors qu'on a offert deux énormes cordes pour venir en aide à l'Argentine. D'abord, un échange de devises de l'ordre de quelques 20 milliards de dollars, si je me souviens bien, où on échange des dollars américains pour la devise argentine. Inversement, ensuite, on a donné un 20 milliards en ce qu'on appelle une facilité de crédit, donc une ligne de crédit essentiellement qu'on a donnée à l'Argentine, qui n'est toujours pas garantie. On cherche comment on va arranger ça. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on fait pour trouver du collatéral en Argentine au moment où on se trouve, en voulant dire si jamais ils ne payent pas, comment est-ce qu'on se paye? Qu'est-ce qu'on saisit? Alors, il n'y a rien de garanti, mais l'intervention des États-Unis, elle était beaucoup plus que financière et économique. On voulait aussi lancer un signal à l'Argentine, à l'électorat argentin. Faites attention. Vous êtes mieux de garder Javier Milei. Si vous l'enlevez, c'en est fini de l'assistance américaine. Et là-dessus, Trump avait été on ne peut plus clair, avec littéralement Javier Milei à côté de lui, de dire « En tout cas, je ne sais pas si tu vas gagner les prochaines élections, probablement que ça va t'aider. » Il a carrément dit que, attention, on fait ça pour l'aider, un, et de deux, additionnellement, la seule raison pourquoi on aide l'Argentine actuellement, c'est parce qu'on a notre gars, notre boy, Javier Milei, qui est au pouvoir. S'il faut que vous le retirez du pouvoir, dites adieu à l'aide américaine. Trump a été clair, noir sur blanc. Alors, ça a eu l'effet anticipé. Effectivement, Javier Milei vient de remporter un mandat très fort pour son gouvernement, qui fait passer en fait de quelques députés tout juste à une posture beaucoup plus solide à l'intérieur du Parlement argentin. Là-dessus, on nous dit que le parti de Milei s'est présenté au scrutin avec seulement 37 députés et 6 sénateurs, soit environ 15% du Congrès et 10% du Sénat. Les gains obtenus aux élections de mi-mandat le laissent encore loin de la majorité,
mais suffisant pour lui donner un droit de veto effectif sur les projets de loi qui lui sont hostiles. Selon les analystes, obtenir un tiers des deux chambres est crucial pour maintenir ses décrets présidentiels et contrer les tentatives de l'opposition de renverser son programme budgétaire. Donc, au-delà de l'aide économique, financière qui vient d'être apportée, Javier Milei vient de sécuriser un Congrès qui lui serait beaucoup moins hostile et qui permettrait de consolider certaines des réformes qui ont été proclamées jusqu'ici. Alors là-dessus, l'Argentine pousse un soupir de détente, mais il faut être très clair que ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est sorti du bois. Ça veut seulement dire que Javier Milei a reçu un mandat clair pour mener à bien l'entièreté de ces réformes. On ne sait pas où va se trouver l'Argentine de l'autre côté de ces réformes. On sait tout simplement qu'on a maintenant le feu vert pour les mener à bien. Alors, attendez-vous à ce qu'on continue à bûcher et à tronçonner du côté de l'Argentine alors que Javier Milei obtient ce mandat très fort. Alors, ça fait pas mal le tour de notre revue de presse cette semaine. Là-dessus, je me permets de vous inviter à visiter notre site web 7jourssurterre.com pour visiter la boutique qui est maintenant de retour en ligne. Vous allez voir, on a plusieurs produits de 7 jours sur Terre, des produits patriotes également que moi j'apprécie beaucoup. Vous me verrez peut-être en porter un peu au cours des prochaines vidéos de chaque jour sur Terre ou même de 7 jours sur Terre, qui sait. Et là-dessus, je vous remercie 1000 fois d'avoir été avec moi. C'était Benjamin Tremblay. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Semez l'amour, partagez l'espoir. Bye bye.